Bienvenue à 100% Témis, édition spéciale agroalimentaire. Aujourd'hui, on parle d'abord avec Christelle Groux de la Boucherie des Prats à Évin. On découvre une autre capsule Oser les filles. Dominique Bérubé nous présente sa dernière chronique du patrimoine. On parle avec Pierre Bélanger de l'entreprise Bison du Nord de Hurlton. Et finalement, Magali Aumont-Beaupré nous présente ses produits de capteurs de saveur. Tout d'abord, on rejoint Gabrielle Gingras du côté de la place à Lorrainville avec nos artistes invités. Merci, Émilie. Aujourd'hui, je reçois une jeune danseuse de 13 ans qui vient nous présenter une chorégraphie qu'elle a créée avec son professeur de danse, Sophie Dubois. On accueille Émilie Lambert. Bonjour. Bonjour. Alors, Émilie, j'aimerais ça, pour commencer, que tu nous dises depuis combien de temps tu pratiques le ballet? J'ai commencé en 3e année, donc j'avais à peu près 10 ans. Ça fait quand même longtemps. Oui. Et pourquoi est-ce que tu as choisi de faire le ballet? Qu'est-ce que tu aimes le plus de ce style de danse? Bien, je me souviens pas depuis quand j'ai commencé à rêver de faire du ballet. Ça a toujours été un de mes rêves. Donc, quand j'ai vu que le cours était disponible, j'ai sauté sur l'occasion. Puis, j'aime beaucoup aussi que ça demande beaucoup de discipline. C'est un art qu'il faut travailler souvent. Puis ça me plaît beaucoup. Donc, c'est vraiment comme une passion, finalement, oui. le ballet chez toi. Et est-ce qu'il y a d'autres danses que tu aimerais faire? Bien, j'apprends aussi un petit peu de la claquette et du jazz, que ça aussi j'aime beaucoup, mais le ballet, ça reste ma passion. Ça reste vraiment ton coup de cœur. Et est-ce que tu penses faire du ballet encore pendant plusieurs années? Oui, j'ai des projets d'autres compétitions futures aussi. Parce que tu as déjà fait des compétitions? Oui, une cette année. Puis est-ce que tu as aimé ton expérience? J'ai adoré. C'est oui? vraiment très impressionnant de voir toutes les autres filles compétitionner. Aussi, il y avait même des garçons, donc c'est vraiment très Puis est-ce cool. que c'était une compétition individuelle ou en groupe individuel? C'était en solo à Terrebonne. À Terrebonne? Oui. Ça s'est bien passé, oui? Oui, je suis arrivée première. Oh, wow! Ben, félicitations! C'est super! Et est-ce que tu penses en faire un peu ta vie, de la danse, ou c'est vraiment, ça reste une passion? Ça reste une passion parce que c'est très dur de gagner sa vie en danse et je préfère ne pas me mettre de pression et juste laisser les choses aller. Si jamais ça arrive. Si jamais ça arrive, oui. Merci, Amy. On te souhaite beaucoup de succès. On aura la chance aussi de voir ta prestation à la fin de l'émission. Merci. Et au retour de la pause, Émilie rencontre Christelle Groux qui vient nous parler de son entreprise Boucherie des Prats. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de modèles féminins entrepreneurs en production. On a des modèles d'entrepreneuriat féminin, beaucoup en santé-beauté. Lise Boitier, Danielle Henkel, Caroline Néron, tu sais, ça c'est très santé-beauté. Hey, en production, là, les entrepreneurs, il n'y en a pas tant que ça, là, tu sais. TV Témis est en période de recrutement de membres. Devenir membre de TV Témis, c'est se payer un outil de communication essentiel au Témiscamingue. C'est participer à la vivacité de notre communauté, c'est contribuer au partage des bons coups locaux et régionaux. Devenir membre de TV Témis, c'est aussi la possibilité de contribuer à la diversité et à la qualité des émissions présentées, en plus de faire en sorte de maintenir 3 emplois permanents et plusieurs pigistes en région. Participez à la campagne de financement annuel en faisant un don minimal de 5 $. Votre membership vous donne aussi droit de vote lors de l'Assemblée générale annuelle. Faites votre don en personne ou par la poste au 3 rue principale sud à Notre-Dame-du-Nord, JOZ 3BO. Visitez le site web témis.tv dans la section Services pour avoir tous les détails. L'équipe de TV Témis vous remercie. C'est le temps de penser à votre prochaine expédition de chasse et c'est chez Okipneu Écotonne de Ville-Marie que vous trouverez ce qu'il vous faut pour récolter votre orignal cette année. Nos experts sauront vous conseiller pour faire de votre chasse 2017 une expérience inoubliable. Sport Chief, Tika,
Bushnell, Spy Point, Ferme Monette, Boc Expert et des centaines d'autres marques parmi les meilleures pour préparer votre chasse de rêve. Chasseurs, chasseuses, on se donne rendez-vous chez OK Pneus Écotone de Ville-Marie. Nous sommes prêts. Le serez-vous? TV Témis est heureuse de compter sur des partenaires médias dans la présentation de 100% Témis. Ne manquez pas la diffusion de 100% Témis sur les ondes de CKVM FM les lundis et jeudis à 19h. Aussi, prolongez le plaisir et apprenez-en plus sur un de nos invités grâce au journal Le Reflet qui vous propose un article sur un des sujets abordés à 100% Témis chaque semaine. TV Témis, CKVM FM et Le Reflet, 3 médias complémentaires qui s'unissent pour 100% Témis. Le dépanneur La Pierreterie de Notre-Dame-du-Nord est un dépanneur licencié multiservice avec valideuse l'Auto-Québec, location vidéo, carte d'appel, une variété d'idées cadeaux et des produits pharmaceutiques. Comblez votre côté sucré grâce à son comptoir à jujube. Agent du transport d'autobus Maheu, La Pierreterie vous offre aussi la cueillette de médicaments de la pharmacie Uniprix Ville-Marie ainsi que les services de nettoyeur à sec, photocopie et fax. Julien Jacinthe et le personnel de La Pierreterie vous attendent en semaine de 7h30 à 22h et les week-ends de 8h à 22h. Sachez aussi que l'établissement est à vendre, une belle opportunité d'affaires. N'attendez pas plus longtemps pour confier votre véhicule au plus grand spécialiste du pneu en région et soyez prêts à affronter l'hiver en toute sécurité. Chez OK Pneus Écotone de Ville-Marie, vous trouverez les meilleures marques vendues par un personnel chevronné et soucieux de vous offrir les meilleurs conseils. Toyo, Kumho, Bridgestone, Firestone, Michelin et bien plus encore. Vous cherchez un pneu? Nous l'avons. Ne vous laissez pas surprendre par l'hiver. Laissez les experts de chez OK Pneus Écotone de Ville-Marie s'assurer de votre sécurité et profitez de l'hiver au maximum. Bonne saison froide! Les entrevues de cette émission ont été enregistrées à la Bannique. Plaisir, confort, émerveillement. De retour à 100% Témis spécial agroalimentaire. En mars 2017, un couple du Témiscamingue, de Rimini plus précisément, qui pratiquait la production bovine, Christelle Groux et Sylvain Florent, a choisi de se lancer dans l'abattage de viande en achetant la boucherie Donald Gélina, située à Évin. Désormais connue sous le nom de la Boucherie des Prats, l'entreprise offre un approvisionnement alimentaire aux gens de la région, mais également aux gens à l'extérieur de la région. Pour en parler, on accueille en studio Christelle Groux, copropriétaire de la Boucherie des Prats. Bonjour, Christelle. Bonjour. Alors, Christelle, la Boucherie des Prats, qui est en fait des Prats qui signifie pré, je crois, en arpitan. Oui, exactement. C'est d'origine suisse, cette langue-là. Oui, exactement. Et puis, pourquoi est-ce que vous avez choisi d'appeler ça la Boucherie des Prats? En fait, nous, notre ferme s'appelait aussi la ferme des Prats, donc on a choisi de continuer dans cette vague-là. Et les Prats, c'était quoi? C'était le chalet que ma famille avait en Suisse, où est-ce qu'on amenait les animaux pour passer l'été au pâturage. On partait de la plaine. Il amenait les animaux, il faisait 20 km à pied à travers les différents villages pour se rendre au chalet où les animaux passaient l'été. Et c'était le chalet des Prats, donc c'était un synonyme d'un bagage familial important pour moi. Donc, c'est pour ça qu'on a gardé ça. Et toi, tu as vécu là-bas en Suisse? Oui, je suis née en Suisse, mais je suis partie de la Suisse, j'avais 9 mois. Donc, c'est vraiment plus ma famille que moi qui l'a vécu, là. Et là, vous avez acheté les locaux d'une ancienne boucherie du côté des vins. Qu'est-ce qui a motivé ce nouveau défi-là? En fait, nous, étant donné qu'on était producteurs de bovins, comme tu l'as mentionné, on voulait se rapprocher du consommateur. Parce que produire un animal, puis l'envoyer à l'encan, puis dans le fond, on perdait le lien avec cet animal-là. On ne savait pas si les gens étaient contents du travail qu'on avait fait. Donc, nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment de le rendre dans l'assiette du consommateur. Et pour le faire, évidemment, ça passe par une étape qui s'appelle l'abattage. Donc, en région, il y avait un abattoir qui était disponible. On avait approché le propriétaire, puis ce qu'il nous a mentionné, c'est qu'il pensait prendre sa retraite, donc il ne voulait pas nécessairement embarquer dans un nouveau projet, mais plutôt vendre son entreprise. Donc, mon conjoint et moi, à ce moment-là, on s'est dit, pourquoi pas? Donc, pendant 1 an, on a préparé le projet, puis ça s'est concrétisé là, au début de 2017, où on a acheté l'abattoir et la boucherie, et qu'on a commencé à opérer sous le nom de Boucherie des Prats. Donc, c'est vraiment une nouvelle entreprise qui a vu le jour en mars 2017? Oui, en fait, on a acheté en janvier 2017, mais le temps qu'on place toutes les choses, qu'on ouvre, parce qu'aussi, ce qu'on voulait, c'était vraiment avoir un point de vente pour les consommateurs, ce qui n'existait pas avant, dans le fond, dans l'ancien, avec M. Gélina. Donc, on a vraiment bâti une petite boutique où les gens peuvent venir s'approvisionner en produits. Puis donc, ça, on a ouvert ça au mois de mars. Et quels sont les services qui sont offerts à votre entreprise? En fait, c'est ça. On a la boutique où on vend de la viande au détail. On a du bœuf qui provient soit de notre élevage, soit d'autres élevages de la région. On a aussi du porc qui vient de la région.
Et on a de la volaille qu'on fait venir de Mont-Laurier. Parce que pour nous, ce qui est important, que ce soit sans hormones, sans antibiotiques de croissance, élevé de façon le plus naturelle possible. Et en région, on ne pouvait pas s'approvisionner en volaille. Donc, on est allé au plus près qu'on avait. C'était la ferme La Rose des Vents de Mont-Laurier. Donc, on a ça disponible à la boutique. Mais aussi, on a une boutique en ligne. Donc, les gens peuvent commander via Internet. Et soit qu'ils viennent récupérer leur colis directement à la boucherie, ou on offre le service de livraison aussi. Puis, ça, dans le fond, c'est la partie plus commercialisation de la viande, mais on offre aussi le service d'abattage à forfait pour d'autres producteurs. Donc, un producteur qui voudrait faire abattre un animal pour sa propre consommation, bien, il n'y a pas de problème, il nous appelle, il prend rendez-vous, on abat son animal, on lui débite, on l'emballe, puis il repart avec. Et un volet qui était là, qui était très important à l'époque et qui va le demeurer, c'est tout le débitage des viandes sauvages à l'automne. Donc, c'était une très grosse partie du chiffre d'affaires de M. Gélina, le débitage des orignaux. Donc, ça, on va continuer aussi cet automne à faire ça. Et là, pour justement réussir à vendre et à abattre la viande en région, vous devez avoir un permis, ça s'appelle un permis de proximité, oui. Si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que c'est, ça, ce permis-là? Bien, en fait, il y a 3 types de permis d'abattage au Canada. Il y a les permis de type fédéraux, de type provinciaux, puis au Québec, il y a le permis de proximité, d'abattage de proximité. Le permis d'abattoir de proximité, ce que ça fait, c'est que c'est vraiment un permis qui permet de vendre directement aux consommateurs ou de faire du forfait pour des producteurs pour leur consommation personnelle. Donc, moi, j'ai le droit d'abattre des animaux et de commercialiser la viande que j'ai abattue dans ma boutique ou, comme je disais, de le faire pour des producteurs qui, eux, vont le consommer. Mais ce permis-là est restrictif dans le sens où je ne peux pas abattre des animaux, la viande que j'ai, je ne peux pas la vendre à un restaurant qui, lui, va la revendre ou à une épicerie qui, elle, va la revendre. Pourquoi? Parce que nous, il n'y a pas un inspecteur de façon permanente quand on fait les abattages, c'est des inspections aléatoires. Donc, la viande ne peut pas être estampillée là, comme dans le fond, quand un restaurateur ou une épicerie veut s'approvisionner, la viande doit être estampillée. Nous, on n'a pas une viande estampillée. Et puis, parlez-moi un petit peu là, de vos produits. Vous avez, j'ai vu sur votre site Internet, c'est très complet. Vous avez vraiment toutes sortes de forfaits de viande et vous envoyez ça à travers la région, à travers le Québec même. Oui, oui. En fait, c'est ça. Même le plus loin qu'on a livré, c'est Sherbrooke. Là. On a eu des demandes jusqu'à Sherbrooke. Puis on livre avec un service de messagerie. C'est mis dans des boîtes de styromousse avec des ice packs, dans le fond. Puis tous nos produits, c'est des produits congelés. Donc, il n'y a pas de problème. Là. Ça ne bouge pas. Là. En dedans de 24 heures, il n'y a vraiment pas de souci. Puis effectivement, étant donné qu'on voulait faire le service, d'avoir la boutique en ligne, bien, on n'avait pas le choix de faire des coffrets parce qu'on ne voulait pas commencer à livrer juste un paquet de steak ou un paquet de viande hachée. Donc, on n'avait pas le choix de créer des coffrets. Donc, on a différents coffrets pour différents budgets, différents goûts. Puis, on va les faire évoluer au fil du temps. Là, ça fait juste depuis le mois d'avril que la boutique en ligne est en fonction. Mais c'est ça, on a déjà des demandes pour des coffrets un peu plus personnalisés. Fait qu'on est en train de regarder pour faire évoluer l'offre, là. Parce que vous avez vraiment des coffrets pour les étudiants et puis vraiment de camping. Le camping, c'est le dernier, c'est que j'avais beaucoup de demandes pour des gens qui passaient. Il y a un camping sur le chemin de l'abattoir, dans le fond. Là. Fait que là, il y avait des gens qui s'arrêtaient puis ça serait le fun que tu fasses un coffret camping. Fait que genre, ben oui, c'est une bonne idée. Fait qu'on a regardé avec les gens qu'est-ce qu'ils aimeraient retrouver dans un coffret camping. Ils m'ont donné des suggestions. Fait que j'en ai bâti un. Fait que dans le fond, il y a du poulet, il y a du bœuf, il y a de la viande hachée, il y a toutes sortes de produits. Il y a même un produit de l'érablière thème sucre à l'intérieur de ce coffret-là. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi vos produits, vos gros vendeurs, là? Nous autres, on travaille 100% de la carcasse. Donc, on n'a pas le choix. Il faut que les gens comprennent qu'on n'a pas juste des T-bones à vendre ou pas juste du filet mignon. On a vraiment l'ensemble de la bête à commercialiser. Puis, fait qu'on fait toutes sortes de pièces. Puis, les gens s'habituent. Dans le contexte où on a l'abattage, aussi, on a la portion abattage, on est capable de sortir des pièces qui sont moins facilement accessibles dans des boucheries. Je donne un exemple. L'araignée ou l'onglet, c'est des pièces qu'on trouve moins facilement dans les boucheries ou dans les épiceries. Nous, dans le fond, on les a parce que c'est nous autres qui décident de les retirer puis de les mettre en valeur dans notre boucherie, là. Et puis, rapidement, Christelle, je sais que la famille, c'est vraiment quelque chose d'important dans votre entreprise. Juste sur votre site Internet, on voit vraiment de belles images familiales et à quel point vous prônez la famille. Parle-moi un petit peu de l'implication de ta famille dans l'entreprise. Bien, c'est sûr que moi, je suis issue d'une famille agricole, fait qu'on a toujours eu ces racines-là de façon très, très forte, là. Puis, bon, bien, je dirais la famille à 2 niveaux. J'ai premièrement mes propres enfants. J'ai 3 filles là, de 12, 6 et 3 ans qui, bon, ils n'ont peut-être pas fait le choix, elles, d'être agricultrices ou d'avoir une boucherie, mais ils n'ont pas le choix. Là. Ils suivent. Ils nous donnent un coup de main. Ils viennent emballer. Des fois, quand on fait des journées de saucisses, ils viennent nous aider à emballer les produits, etc.
Fait qu'ils sont très présentes. On les traîne avec nous, ils viennent. Des fois, ils s'amusent dans la cour, mais ils sont là. Fait qu'ils font partie de la vie. C'est ça leur vie. Puis je dirais la famille aussi à un niveau supérieur, c'est vraiment, nous, notre ferme, on a un modèle d'établissement qui est un peu différent des autres parce que, vous savez, c'est tout le temps difficile de s'établir en agriculture. Fait que nous, c'est avec l'aide de mes parents qui nous ont laissé le fond de terre pour pouvoir s'établir. Donc, nous, on est propriétaires des animaux et de la machinerie, mais je n'ai pas eu à investir dans le fond de terre. C'est vraiment grâce à mes parents que j'ai pu démarrer l'entreprise. Et l'autre chose aussi, c'est qu'ils sont très présents pour nous donner des coups de main. Je pense entre autres à ma mère qui m'aide au niveau de la comptabilité, tout ça. Fait que c'est vraiment quelque chose qui est très présent. Puis mes frères sont dans le domaine agricole, fait qu'on est vraiment tissé serré à ce niveau-là. Donc, une belle entreprise familiale à découvrir. C'est nouveau et d'ailleurs, on peut aller vous visiter du côté de Évin, où l'entreprise se situe. On peut aussi aller visiter votre site Internet. Oui. C'est vraiment boucheriedespras.com. Oui, exactement. Puis on a une page Facebook. Donc, on vous invite à aller regarder ça. Christelle Groux, merci d'avoir été avec nous pour ce spécial agroalimentaire. Ça fait plaisir. Et puis, nous, on poursuit notre spécial avec une capsule Oser les filles qu'on écoute à l'instant. Après la pause, Dominique Bérubé vient nous parler pour sa chronique du patrimoine. En fait, l'entreprise avait beaucoup de surplus quand venait l'automne, surplus de tomates, de concombres. Puis même pendant la saison, là, les légumes de catégorie numéro 2, les légumes un peu moins jolis, on voulait leur donner un plus-value, en fait. Et c'est pour ça qu'on a pensé à la transformation agroalimentaire. Par contre, la transformation pure et dure, comme on la connaît, là, faire des ketchup et tout ça, moi, mon côté créatif était moins mis en valeur. Donc, c'est pour ça qu'on a ouvert une table champêtre. Donc, on peut faire de la transformation dans notre cuisine. On est équipé pour ça, mais en plus, moi, je peux faire aller mon côté créatif en ayant une table champêtre, un restaurant plus créatif. On a décidé de développer dans l'agriculture aussi, mais qui diversifiait de l'agriculture, de la vraie agriculture qu'on connaît, soit au niveau des vaches laitières ou au niveau des vaches à bœuf. Nous, on s'est dit, OK, quand tu as développé là-dedans, on va chercher quelque chose de différent. On a décidé de se lancer avec l'alpaga. C'est vraiment parce qu'on pouvait faire une transformation avec l'animal. Je pense que c'était vraiment important de prendre du lait d'ici. Je crois fermement à l'importance des produits locaux. Pour moi, ça a tellement de valeur de se dire, OK, c'est le lait de mon voisin pour faire mon fromage. Et pour moi, je dirais même que c'est plus que fier. C'était absolument nécessaire. Dans le fond, ce qui me passionne dans mon métier, c'est vraiment le côté créatif. Étant donné que c'est une table champêtre, mon menu évolue vraiment au rythme de qu'est-ce qu'on récolte. Donc, j'ai toujours des nouveaux plats à créer, j'ai toujours une nouvelle carte à proposer. Autant pour mes cocktails aussi, on essaie d'avoir des trucs nouveaux régulièrement. C'est aussi, je trouve, la fierté, elle est quand je rencontre les producteurs de lait, de dire « Ah oui, mon lait s'en va au fromage ». C'est pas comme quand le lait s'en va dans le troc, puis on ne sait plus ce qui arrive avec. Donc, il y a un sentiment d'appartenance qui est bien, bien fort. Au niveau de l'alpaga, qu'est-ce que j'adore beaucoup, c'est d'être en contact avec eux à tous les jours aussi. On les côtoie, veut pas, on vient souvent dans l'enclos avec eux autres. Puis, c'est la transformation de leurs fibres aussi. On peut créer divers produits avec leurs fibres. Fait que c'est, dans le fond, c'est se laisser aller et créer notre propre création qu'on désire. N'attendez pas plus longtemps pour confier votre véhicule au plus grand spécialiste du pneu en région et soyez prêts à affronter l'hiver en toute sécurité. Chez OK Pneus Écotonne de Ville-Marie, vous trouverez les meilleures marques vendues par un personnel chevronné et soucieux de vous offrir les meilleurs conseils. Toyo, Kumho, Bridgestone, Firestone, Michelin et bien plus encore. Vous cherchez un pneu? Nous l'avons. Ne vous laissez pas surprendre par l'hiver. Laissez les experts de chez OK Pneus Écotonne de Ville-Marie s'assurer de votre sécurité et profitez de l'hiver au maximum. Bonne saison froide!
TV Témis est en période de recrutement de membres. Devenir membre de TV Témis, c'est se payer un outil de communication essentiel au Témiscamingue. C'est participer à la vivacité de notre communauté, c'est contribuer au partage des bons coups locaux et régionaux. Devenir membre de TV Témis, c'est aussi la possibilité de contribuer à la diversité et à la qualité des émissions présentées, en plus de faire en sorte de maintenir 3 emplois permanents et plusieurs pigistes en région. Participez à la campagne de financement annuel en faisant un don minimal de 5 $. Votre membership vous donne aussi droit de vote lors de l'Assemblée générale annuelle. Faites votre don en personne ou par la poste au 3 rue principale sud à Notre-Dame-du-Nord, JOZ 3BO. Visitez le site web témis.tv dans la section Services pour avoir tous les détails. L'équipe de TV Témis vous remercie. C'est le temps de penser à votre prochaine expédition de chasse et c'est chez Hockey Pneus Écotonde de Ville-Marie que vous trouverez ce qu'il vous faut pour récolter votre orignal cette année. Nos experts sauront vous conseiller pour faire de votre chasse 2017 une expérience inoubliable. Sport Chief, Tika, Bushnell, Spy Point, Ferme Monette, Buck Expert et des centaines d'autres marques parmi les meilleures pour préparer votre chasse de rêve. Chasseurs, chasseuses, on se donne rendez-vous chez Hockey Pneus Écotonde de Ville-Marie. Nous sommes prêts. Le serez-vous? TV Témis est heureuse de compter sur des partenaires médias dans la présentation de 100% Témis. Ne manquez pas la diffusion de 100% Témis sur les ondes de CKVM FM les lundis et jeudis à 19h. Aussi, prolongez le plaisir et apprenez-en plus sur un de nos invités grâce au journal Le Reflet qui vous propose un article sur un des sujets abordés à 100% Témis chaque semaine. TV Témis, CKVM FM et Le Reflet, 3 médias complémentaires qui s'unissent pour 100% Témis. Le dépanneur La Pierreterie de Notre-Dame-du-Nord est un dépanneur licencié multiservice avec valideuse l'Auto-Québec, location vidéo, carte d'appel, une variété d'idées cadeaux et des produits pharmaceutiques. Comblez votre côté sucré grâce à son comptoir à jujube. Agent du transport d'autobus Maheu, La Pierreterie vous offre aussi la cueillette de médicaments de la pharmacie Uniprix Ville-Marie ainsi que les services de nettoyeur à sec, photocopie et fax. Julien Jacinthe et le personnel de La Pierreterie vous attendent en semaine de 7h30 à 22h et les week-ends de 8h à 22h. Sachez aussi que l'établissement est à vendre, une belle opportunité d'affaires. De retour à 100% Témis. Notre prochain invité est également notre chroniqueur pour les chroniques du patrimoine et c'est notre dernière chronique avec lui, Dominique Bérubé, coordonnateur à la Maison du Frère Moffett. Bonjour Dominique. Bonjour Émilie. Dominique, donc c'est déjà, comme je le mentionnais, notre dernière chronique. Malheureusement. Malheureusement. Malheureusement, parce qu'on a tant appris quand même avec toi durant cette deuxième saison de 100% Témis, tout comme la première d'ailleurs. Et Dominique, tu vas nous parler aujourd'hui de 4 différents personnages. Oui, des personnages qui encore une fois ont laissé leur nom dans notre histoire. Donc, premièrement, on va commencer dans le canton Fabre. En 1870, il y a un monsieur du nom de Moïse Lavallée qui arrivait de Lavaltrie et qui travaillait pour la Compagnie de la Baie du Son, bien entendu. En fait, il travaillait depuis une dizaine d'années pour la Compagnie de la Baie du Son et il décide de délaisser la traite des fourrures au profit du travail de colon. Donc, il ouvre ainsi la première terre du canton Fabre. Lui et son épouse, en fait, qui s'appelle Rose Taylor et qui était métisse. Ensemble, ils deviennent vraiment la première famille pionnière de Fabre. Et on considère aussi son fils, Jean-Baptiste Lavallée, comme une des familles pionnières de Fabre. Donc, c'est grâce à cette famille-là qu'on a aujourd'hui la baie Lavallée comme telle à Fabre. Donc, petite histoire comme ça du canton Fabre. Maintenant, on va se déplacer. On va aller dans le coin de Notre-Dame-du-Nord, ce qui s'appelait à l'époque Tête-du-Lac. Donc, pour parler des premiers arrivants dans ces endroits-là. Tête-du-Lac, excuse-moi. Oui. Notre-Dame-du-Nord s'appelait Tête-du-Lac? Notre-Dame-du-Nord a eu plusieurs noms. Donc, au départ, ça s'appelait Tête-du-Lac. C'est devenu Murray City, d'un côté. Et à l'époque, il y avait 2 municipalités aussi. Donc, le pont n'existait pas. Il y avait un traversier entre les deux rives. Donc, Murray City s'est transformé. C'est devenu Nord-Témiscamingue. De l'autre côté du pont, actuellement, sur notre côté du pont, ça s'appelait Notre-Dame-des-15. Et éventuellement, il y a eu une fusion entre les 2 municipalités. On a appelé ça Notre-Dame-du-Nord. Petite page d'histoire. Donc, William Paulson, maintenant, près de Notre-Dame-du-Nord, il y a les sentiers de l'au-delà et il y a des panneaux d'interprétation. C'est un endroit magnifique à visiter et ça mène directement à la baie Paulson. Donc, William Paulson est arrivé en 1856, donc ça fait assez longtemps qu'ils se sont établis à la réserve de la Tête-du-Lac avec sa famille élargie. Paulson est un métis né à la baie du Tusson d'un père anglais et d'une mère crie.
Il est marié à une Anishinaabe. Et lui et ses 2 fils, Thomas et John, ils travaillent pour la compagnie de la baie du Son à ce moment-là. Ils achètent des fourrures aux Anishinaabe pour le compte de la compagnie, comme tel. Donc, c'est à cause de cette famille-là qu'on a nommé la baie Paulson. D'ailleurs, la baie Paulson, ce qui est intéressant, c'est que le frère Moffett devait se rendre jusque-là pour aller couper du foin de grève pour les bêtes de la mission Saint-Claude avant qu'il ait la permission de cultiver réellement dans le coin de Ville-Marie. Il fallait aller virer jusque là-bas. Donc ça, c'est des personnages qu'on voyait toujours aller à la messe à la mission Saint-Claude jusqu'à ce qu'on fasse la messe à Tête-du-Lac. J'y arrive dans un instant. J'ai une petite citation ici qui dit que Thomas Paulson demeure aussi à cet endroit. Il était marié avec Hélène Robichon qui est décédée. Il y a eu 3 enfants qui sont nés de ce mariage-là. Et Hélène était la fille d'un des plus anciens serviteurs de la compagnie de la baie du Son au Fort Abitibi. Il quitte cet endroit au début des années 1880 et s'établit à la Tête-du-Lac avec toute sa famille, donc le fils de M. William Paulson. Et selon le père Mourier, la famille Paulson est la première famille algonquine sédentaire de la réserve. Donc, cet ex-employé de la compagnie de la baie du Son, il exploite déjà une ferme à l'époque de l'établissement de la mission Saint-Claude en 1863. Donc, les Paulson se sont à la base établis justement dans le coin de Notre-Dame-du-Nord. Oui, c'est ça. Et c'est vraiment comme... Ce qui est intéressant de savoir, c'est, comme je disais, c'est la première famille sédentaire. Donc, les Algonquins, à mesure qu'on défrichait pour la colonisation, à mesure qu'on faisait la traite des fourrures, ils devaient aller toujours de plus en plus loin pour aller chercher, pour leur nourriture et tout ça. Donc, ils n'ont pas eu le choix, malheureusement, d'adopter le mode de vie de l'homme blanc et de se sédentariser comme tel. Maintenant, on va parler de M. Angus McBride et de M. James King, 2 noms quand même importants. Il y a encore de la descendance, bien entendu, les King qui sont devenus même les rois dans certains cas, et les McBride qui sont encore des résidents de Témiscamingue First Nation, sont leurs ancêtres directs. Donc en 1869, cette fois, Angus McBride arrive à la Tête-du-Lac avec ses fils et ses gendres. Il se lance en agriculture, donc c'est une des premières familles aussi sédentaires du coin. McBride est né à Fort-Témiscamingue en 1823 d'un père irlandais et d'une mère Anishinaabe. Et il est marié à Flora Paulson, qui est la fille de William Paulson. Donc, c'est son gendre. Donc, c'est chez lui, chez Angus McBride, qu'on dit la première messe à la Tête-du-Lac, comme tel. Maintenant, James King, qui est d'origine anglaise par son père, écrit pour sa mère, donc un autre métis. Il arrive vers la même époque et lui aussi, il lance une petite entreprise agricole. Il y a plusieurs familles Anishinaabe qui y résident temporairement. Donc lui, il était un peu un lieu d'accueil là, pour les familles Anishinaabe qui allaient et venaient entre leurs territoires de chasse ancestraux. Donc, il y a des noms, par exemple, les Watewasin, Belfast, Kasijinte, Kokwane, il y en a plusieurs, Wabi, tout ça. Donc, il y a plusieurs gens qui ont habité chez M. King. Puis, on a quelques statistiques. En 1886, la population de la réserve de Tête-du-Lac s'élève à 160 personnes. En 1892, il y a 207 personnes et la population se maintient autour de 200 personnes dans la réserve de Tête-du-Lac au début du 20e siècle. Donc, petite citation encore là, la famille d'Angus McBride est aussi une des plus anciennes familles sédentaires du lac. M. McBride a 10 enfants et 21 petits-enfants. La famille de James King y demeure aussi et compte 5 enfants et 11 petits-enfants. En 1891, il y a environ une trentaine de familles à cet endroit. Et en 1888, on construit une chapelle pour les Algonquins et les Métis qui y demeurent. L'école, elle, ouvre en 1893. Donc, c'est très tôt, là. C'est vraiment dans les débuts du Témiscamingue. Puis en 1900, on compte à peu près 250 personnes dans la réserve de Tête-du-Lac. Donc, plus que l'ancienne Notre-Dame-du-Nord, Tête-du-Lac, c'était le nom de la réserve. Okay. Mais c'était tout ensemble. C'était pas très loin, là, les 2 endroits comme tels. Et il y avait une église et tout ça, c'est tout disparu, malheureusement. Maintenant... C'est parti déjà? L'église, la première chapelle, vous allez la voir sur la photo qui va être là au montage. La première église de Tête-du-Lac, avec un clocher un peu arrondi, là, est assez magnifique, mais bon, c'est des choses qui ont malheureusement disparu avec les années comme telles. Donc, Dominique, c'est déjà ce qui fait le tour de nos 3 chroniques sur le patrimoine, des chroniques que tu as eu la gentillesse de nous préparer, de nous présenter pour qu'on puisse connaître un petit peu plus nos origines, pas du Témiscamingue. Oui, absolument. Puis en fait, les recherches, ces chroniques-là ont été rendues possibles par les recherches que j'ai faites, bien sûr, à la Société d'histoire du Témiscamingue. Moi, je tiens à inviter les gens
à aller à la Société d'histoire, à se l'approprier, à aller faire des recherches, à devenir membre aussi. Ça coûte très peu cher. C'est 15 $ pour être membre par année, 20 $ pour un couple. Ça vaut vraiment la peine. Et en plus, vous recevez de l'information une fois par année. La Minerve, qui est un petit magazine fait par la Société d'histoire. Très, très intéressante aussi. Puis bien sûr, j'invite tout le monde à visiter la Maison du Frère Moffett dans notre période d'ouverture. Vous pouvez voir notre site web, maisondufrèremoffett.com. Donc, Dominique Bérubé, chroniqueur pour nos chroniques du patrimoine. Merci. Merci à vous. Notre prochain invité est un producteur du nord-est de l'Ontario qui s'est beaucoup impliqué dans la communauté et qui a également son entreprise Bison du Nord. On accueille donc en studio Pierre Bélanger de Bison du Nord. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors Pierre, Bison du Nord, qui est une entreprise là, qui existe depuis, 1972? 1972. 1972. J'espère que les gens ne comptent pas trop vite, mais ça fait 45 ans qu'on élève le bison. 45 ans. Et vous, à l'époque, c'était l'entreprise à la base de votre père? Oui. C'est donc, je suis de la deuxième génération. J'étais partenaire avec mon père. Mon père a quitté l'entreprise. Il est décédé maintenant, mais j'ai continué et on a fait fructifier ou grossir ça. Et on se prépare pour une transition, j'espère, future pour une troisième génération. Et puis, parlez-moi des débuts de l'entreprise. Comment ça s'est... C'était difficile. Dans les débuts, le bison, c'est rare comme élevage. Et même que ça n'existait pas dans les années 60. C'est seulement au tournant des années 70 qu'on a permis l'élevage commercial ou la propriété privée de bison. Le bison était de la faune, un peu comme l'orignal. On ne pouvait pas l'élever, mais on a déclassifié en quelque sorte ou déclassé le bison pour qu'on puisse l'élever sur des fermes privées. Et c'est ce qu'on a fait quand le gouvernement a permis ça. On a cherché des bisons. Ça nous semblait romantique, ça semblait excitant. Mon père et moi, on était commerçants à Earlton et on voulait faire autre chose. On avait une ferme et on voulait s'en servir. Et une vache bison qui a été notre premier achat, de ça a amené éventuellement à trouver des mâles et ça a grossi. Puis on a tenu ça à aller toutes ces années-là. Et c'est maintenant un élevage qui a tout près de 300 animaux. 300 animaux et à la base, ça partait... on avait combien dans le début? L'histoire sont loufoques parce que nos amis, nous, on n'est pas cultivateurs ou fermiers de naissance. Dans ma famille, on est des commerçants. Nos amis cultivateurs se moquent beaucoup de nous. Dans les débuts, on a acheté une vache bison. Et j'ai dit, les fermiers se sont moqués de nous un peu. J'ai dit, vous n'irez pas loin avec une femelle seulement, il vous faudrait des mâles. Et ça m'a pris 1 an à trouver des mâles bisons. À l'époque, c'était pas trouvable. On est allé les acheter aux États-Unis, au Dakota. Et donc, ça a pris du temps avant qu'il y ait un peu de croissance naturelle dans notre troupeau. Et puis là, on en a acheté, on en a commercé, acheté, vendu. C'est un élevage pour la viande. Et donc, on abat les surplus chaque année. Et il y a une croissance régulière dans notre troupeau. Il n'est pas plafonné tout à fait. Il y a une proportion à garder entre la quantité d'animaux et les terres qu'on a. Mais on est à 300 bisons à peu près à ce moment-ci. Puis c'est une masse critique qui nous permet d'en faire une ferme qui est rentable et qui va survivre. On est bien orienté sur le long terme. On est conservateur d'approche là-dessus. Et justement, vos animaux, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Parce que je pense que votre entreprise, vous prônez vraiment là, le bien-être des animaux. Bien, on ne le savait pas, mais on était vertueux. Mais là, on peut l'annoncer. C'est-à-dire qu'on est une approche qu'aujourd'hui on appelle holistique. C'est-à-dire qu'on veut que le sol, la terre, la végétation, la vie sauvage, la faune qui est sur notre ferme, parce qu'il y a, comme dans toutes les fermes dans la région ici, on a des renards, on a tout ça sur la ferme. Et on veut que la ferme et le sol soient en santé dans une autre génération et 2 ou 3 générations plus tard. On veut que les animaux soient sains et on veut que nous, nos familles, on fasse une vie normale et bien équilibrée sur la ferme, donc que ce soit rentable. Et on nourrit nos animaux avec pas d'usage de pesticides ou d'herbicides. C'est au pâturage. Nos animaux sont élevés à l'herbe seulement. Et on croit, bien sûr, que c'est plein de bon sens. L'animal, c'est un brouteur naturel. Le bison, il était dans les prairies il y a 10 000 ans, 15 000 ans, et c'est encore le même animal.
Donc, on ne devrait pas le mettre dans des parcs d'engraissement, dans notre avis, et on ne devrait pas le gaver aux céréales. Et ça fait donc une viande naturelle, vraiment, on peut le dire, c'est vrai, ils sont élevés comme ils étaient il y a des milliers d'années, et une viande plus saine, plus maigre. Et, donc, un produit qui a ses vertus, ça donne que c'est rentable de nos jours, c'est ce que les consommateurs cherchent. Et puis, Pierre, également, on sait que l'élevage de bison, c'est pas quelque chose qui est nécessairement aussi populaire que l'élevage du bœuf, par exemple, mais qu'est-ce qui vous passionne, vous, dans l'élevage de bison? Oui, je pense que c'est peut-être, je ne sais pas, quand tu le mets comme ça, c'est peut-être parce que c'est difficile. C'est difficile, puis c'est pas ordinaire. On est des raconteurs, on aime les anecdotes, et le bison nous en donne pas mal. Fait qu'on fait... Ce qui nous intéresse, c'est un peu d'être des pionniers aussi. Faire quelque chose qui n'a pas été fait. Ça ressemble de bien des façons. C'est un bovin, le bison. Et presque tout ce qui se passe dans la vie d'un bison, ça ressemble aux bovins domestiques. Le Hereford, les Holstein, les Charolais, les autres versions du bovin domestique. Mais il y a quand même des défis. La manutention, la gestion physique des bisons, quand c'est le temps d'en sortir des animaux du troupeau, c'est quelque chose. Ce sont des bêtes qui ont leurs cornes et qui sont grosses. Et qui sont en troupeau aussi. Là. Ils sont en troupeau, ils ne sont absolument pas domestiqués. Ils sont un peu apprivoisés. Parce qu'ils viennent quand on soigne l'hiver, quand ils entendent le tracteur, ils savent qu'il y a du foin qui s'en vient. Mais ce ne sont absolument pas des animaux de compagnie. Ce ne sont pas des animaux domestiqués. Alors, les cages de contention, le corral, cette partie-là est assez... Ça, c'est encore en développement, en train d'apprendre le métier. Dans le fond, on a créé le métier. On est parmi les plus anciens éleveurs de bisons du Canada, le troupeau de bisons du Nord. Dans l'Est du Canada, on est clairement le plus vieux troupeau. On était les premiers, et parmi les premiers, et les autres qui ont soit quitté ou pris leur retraite. Et on est le plus gros élevage de bisons, si on est fiers de ça, d'être le plus gros élevage de bisons de l'Est du Canada. Et puis, Pierre, on vous a l'année dernière à la Foire gourmande de l'Abitibi-Témiscamingue, les Oreilles-Ontariens. Je pense qu'on ne se cachera pas que vous étiez vraiment un des gros vendeurs à la foire parce que vos hamburgers au bison ont vraiment fait fureur. Et puis, parlez-moi un petit peu de ce que vous offrez. Quels sont les produits que Bison du Nord offre? Bien là, on vend, mais on commence jusqu'à tout récemment, on vendait seulement aux boucheries. Donc, des ventes en gros, ou soit des animaux, des sujets de reproduction. Mais de plus en plus, on essaie de s'approcher du consommateur pour venir à bout que le consommateur puisse acheter le bison dans les épiceries, par exemple, ou les restaurants, que ça soit servi dans les restaurants, surtout du côté ontarien, parce qu'il y a des questions de réglementation dans les inspections de viande. Et ça, donc, on se rapproche du consommateur. Puis l'an dernier, tu as raison, on était très fiers du succès qu'on a eu avec ces petits mini-burgers. Et on est régionaliste des orteils jusqu'au bout des cheveux. Le fromage était de Turnlow, qui avait un petit fromage bleu là-dedans. Et la viande de bison était pur bison, mais la sauce était une sauce barbecue au bleuet. En tout cas, c'était très, très bon. On était fiers de ça. Les gens nous ont fait suer. Nous, on a bien aimé la foire, mais on n'a pas eu autant de plaisir que ceux qui y vont pour manger. Parce qu'on a servi 3200 petits hamburgers dans nos 2 jours et demi. Donc, vous pouvez être fiers vraiment du succès là, que ça a c'était un eu. grand succès, mais puis un plaisir aussi. La foire nous tient à cœur parce que c'est le même travail que nous, ce qu'on essaie de faire, qui est la production régionale et assurer une rentabilité à la production régionale et le caractère de terroir ou d'originalité de la région. Ça nous tient à cœur, on participe depuis le début. Effectivement. Et Pierre, effectivement, on sait que votre entreprise, c'est très familial. Là. Il y a vos 2 filles, votre fils qui travaille fort avec vous. Vous parlez d'une future 3e génération qui va prendre l'entreprise. Vous avez des projets touristiques également en vue. Oui. Rapidement, très rapidement, pouvez-vous me parler? On veut que ça dure. On veut que ça dure et que ça dure entre les mains de la famille. Donc, du travail à très, très longue haleine. Et ça, c'est pas commun. On nage à contre-courant parce que c'est pas là que s'en va l'agriculture moderne, mais nous, c'est où on s'en va. Et avec vigueur, on veut que ça fonctionne. Et l'autre chose, on va ouvrir un autre volet à notre compagnie, à notre ferme, pour la rentabiliser, qui est un tourisme, des visites guidées de groupes à heure fixe de la ferme et du troupeau, parce qu'on peut amener les gens en plein dans le troupeau, ce qui est bien excitant. Et puis les amener voir les bisons de très près avec une présentation
intéressante pour des touristes. Donc, on va avoir un volet tourisme bientôt. Donc, c'est ce qui s'en vient pour Vision du Nord. Et sinon, bien sûr, si on veut avoir plus d'informations, autant sur votre entreprise que sur les produits que vous offrez, on peut contacter votre page Facebook. Consulter plutôt votre page Facebook. Avez-vous un site Internet également? Site Internet, page Facebook, page Instagram. Vous êtes équipés. On est à la fois conservateur, mais moderne. Alors, Pierre Bélanger. Merci. Pierre Bélanger de Vision du Nord, merci d'avoir accepté d'être avec nous pour ce spécial agroalimentaire. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour nous. Alors, on prend une pause. Après la pause, on reçoit notre dernière invitée, Magali Aumont-Beaupré, pour nous parler de l'entreprise Capteur de saveurs. Le dépanneur La Pierretterie de Notre-Dame-du-Nord est un dépanneur licencié multiservice avec valideuse Loto-Québec, location vidéo, carte d'appel, une variété d'idées cadeaux et des produits pharmaceutiques. Comblez votre côté sucré grâce à son comptoir à jujube. Agent du transport d'autobus Maheu, La Pierretterie vous offre aussi la cueillette de médicaments de la pharmacie Uniprix Ville-Marie ainsi que les services de nettoyeur à sec, photocopie et fax. Julien Jacinthe et le personnel de La Pierretterie vous attendent en semaine de 7h30 à 22h et les week-ends de 8h à 22h. Sachez aussi que l'établissement est à vendre, une belle opportunité d'affaires. N'attendez pas plus longtemps pour confier votre véhicule au plus grand spécialiste du pneu en région et soyez prêts à affronter l'hiver en toute sécurité. Chez OK Pneus Écotonne de Ville-Marie, vous trouverez les meilleures marques vendues par un personnel chevronné et soucieux de vous offrir les meilleurs conseils. Toyo, Kumho, Bridgestone, Firestone, Michelin et bien plus encore. Vous cherchez un pneu? Nous l'avons. Ne vous laissez pas surprendre par l'hiver. Laissez les experts de chez OK Pneus Écotonne de Ville-Marie s'assurer de votre sécurité et profitez de l'hiver au maximum. Bonne saison froide! Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de modèles féminins entrepreneurs en production. On a des modèles d'entrepreneuriat féminin, beaucoup en santé-beauté. Lise Boitier, Danielle Henkel, Caroline Néron, tu sais, ça, c'est très santé-beauté. Hey, en production, là, les entrepreneurs, il n'y en a pas tant que ça, là, tu sais. TV Témis est en période de recrutement de membres. Devenir membre de TV Témis, c'est se payer un outil de communication essentiel au Témiscamingue. C'est participer à la vivacité de notre communauté, c'est contribuer au partage des bons coups locaux et régionaux. Devenir membre de TV Témis, c'est aussi la possibilité de contribuer à la diversité et à la qualité des émissions présentées, en plus de faire en sorte de maintenir 3 emplois permanents et plusieurs pigistes en région. Participez à la campagne de financement annuel en faisant un don minimal de 5 $. Votre membership vous donne aussi droit de vote lors de l'Assemblée générale annuelle. Faites votre don en personne ou par la poste au 3 rue principale sud à Notre-Dame-du-Nord, JOZ 3BO. Visitez le site web témis.tv dans la section Services pour avoir tous les détails. L'équipe de TV Témis vous remercie. C'est le temps de penser à votre prochaine expédition de chasse et c'est chez OK Pneus Écotonne de Ville-Marie que vous trouverez ce qu'il vous faut pour récolter votre orignal cette année. Nos experts sauront vous conseiller pour faire de votre chasse 2017 une expérience inoubliable. Sport Chief, Tika, Bushnell, Spy Point, Ferme Monette, Buck Expert et des centaines d'autres marques parmi les meilleures pour préparer votre chasse de rêve. Chasseurs, chasseuses, on se donne rendez-vous chez OK Pneus Écotonne de Ville-Marie. Nous sommes prêts. Le serez-vous?
TV Témis est heureuse de compter sur des partenaires médias dans la présentation de 100% Témis. Ne manquez pas la diffusion de 100% Témis sur les ondes de CKVM FM les lundis et jeudis à 19h. Aussi, prolongez le plaisir et apprenez-en plus sur un de nos invités grâce au journal Le Reflet qui vous propose un article sur un des sujets abordés à 100% Témis chaque semaine. TV Témis, CKVM FM et Le Reflet, 3 médias complémentaires qui s'unissent pour 100% Témis. De retour à 100% Témis. Notre dernière invitée de ce spécial agroalimentaire est une jeune femme qui a décidé de se lancer dans la transformation de produits de la région à travers des nouveaux produits savoureux qu'on va découvrir également aujourd'hui dans 100% Témis. On accueille Magali Aumont-Beaupré. Bonjour Magali. Bonjour. Alors Magali, ton entreprise Capteur de saveurs, qui est une entreprise quand même assez jeune. Oui, j'ai démarré ce printemps. Ce printemps, oui. Et puis explique-moi qu'est-ce que c'est Capteur de saveurs? En fait, Capteur de saveurs, c'est ce que je fais, c'est que je fais fabriquer des produits régionaux à partir des matières premières de la région. En fait, je prends différents producteurs de la région et je les contacte et puis je fais fabriquer des produits qui portent le nom de Capteur de saveurs avec leurs matières premières à l'intérieur. Avec leurs matières premières. Et puis, comment est-ce que tu as fait? Ça a été quoi, en fait, le processus pour fabriquer ces produits-là? En fait, le processus, en fait, il faut que je trouve une idée, premièrement. Et je rentre en communication avec mon usine de transformation. Et là, je discute avec lui, voir s'il y a des possibilités. Ensuite, j'essaie de trouver des producteurs pour ces matières premières qui vont faire partie du nouveau produit. Et par la suite, j'achemine les matières premières à mon usine de transformation. Et c'est moi qui approuve les tests. C'est moi qui, dans le fond, mon transformateur commence par faire des premiers tests, me les envoie à la maison. Ensuite, on discute et puis on décide, dans le fond, je décide si c'est à mon goût ou pas et si on procède à la production. Parfois, ça peut prendre 5, 6, 7, 8 tests avant de... Beaucoup d'essais, parce que tu veux t'assurer vraiment que les produits sont à ce à quoi tu t'attendais, j'imagine. Oui, c'est ça. Et puis, Magali, explique-moi comment est née l'entreprise. En fait, Capteur de saveurs, c'est né à partir dans le fond, de la suite d'un séjour exploratoire que j'ai fait l'an passé, que j'ai fait à travers le Québec pour visiter plusieurs chèvreries laitières. Et parmi mon séjour exploratoire, en fait, j'ai visité cette usine de transformation-là et j'ai rencontré le propriétaire de l'usine. Et c'est là que, dans le fond, j'ai eu l'idée de faire fabriquer ces produits-là à partir de matières premières de la région parce que pour moi, les produits régionaux et les producteurs locaux, c'était vraiment important. Puis je voulais, dans le fond, je voulais pas le faire moi-même. Je voulais vraiment avoir un nouveau concept et utiliser les produits des autres pour en faire un produit qui est à moi. Et puis, tu encourages justement les produits de la région à travers tes propres produits, mais aussi sur ton site Web, tu as une partie pour promouvoir aussi des artisans, pour promouvoir vraiment tout ce qui se fait dans la région. Parle-moi un petit peu de ta partie blog. Oui, bien en fait, sur mon site Web, ce que je fais, c'est qu'il y a une section qui est dédiée aux producteurs qui font partie de mes produits, mais j'ai aussi la section blog qui, dans le fond, c'est quand à travers mes rencontres, je fais des rencontres, je fais ça bénévolement, en fait. Là, je vais rencontrer des artisans ou des producteurs de la région qui sont peut-être moins connus ou qui sont parfois déjà connus, mais pas par tout le monde. Puis, je vais les rencontrer, je vais visiter leur entreprise et je discute avec eux. Puis, je fais un petit texte, un petit blog là, improvisé pour les faire découvrir aux gens. Je les partage sur ma page Facebook. Puis, présentement, en tout cas, les quelques articles que j'ai faits là, ont été vraiment appréciés. Et ça a été apprécié. Puis, il faut aussi mentionner que dans Capteur de saveurs, tu fais l'ensemble des tâches de l'entreprise. Oui. En fait, je suis toute seule pour faire tout. Dans le fond, je fais... c'est moi qui trouve les idées, c'est moi qui achemine la matière première, qui va chercher la matière première, qui rentre en contact avec les producteurs. C'est moi qui fais les tests de goût avec de l'aide un peu, là, mais en partie, c'est moi. La comptabilité et tout, faire fabriquer les étiquettes, en fait, de A à Z, c'est moi. Donc, j'imagine que ça t'a beaucoup appris.
De faire tout ça, parce qu'il y a sûrement des aspects dans ton travail que tu n'avais pas touché avant. Là. Oui, c'est certain. J'ai une petite formation en comptabilité, mais le reste, c'est vraiment... j'apprends sur le tas. Sur le tas. Oui. Et puis, jusqu'à présent, combien de produits est-ce que tu as? Est-ce que Capteur de saveur compte? En fait, présentement, disponible à la vente, j'ai 3 produits, mais j'ai 4 produits officiellement qui vont être disponibles cet été. Je vais me concentrer sur ces 4-là pour cet été, mais présentement, j'ai 3 produits. Donc, on pourrait peut-être les présenter. On en a apporté ici. Donc, en fait, j'ai les 2 gelées de bière. C'est les 2 premiers produits qui sont disponibles, qui ont été disponibles. J'ai la rousse docile et la rousse rebelle. En fait, ces 2 gelées de bière-là sont fabriquées avec la bière du Barbe Brewpub de Ville-Marie. Et ce que je trouve important de mentionner aussi, c'est que sur chacun de mes produits, il y a le logo de l'entreprise ou des entreprises qui font partie des matières premières du produit. Pour moi, c'est vraiment important d'avoir cette visibilité-là pour l'entreprise, justement. Ouais. Effectivement, parce que c'est à la base de ces entreprises-là. Là. Et j'ai aussi, qui est, dans le fond, arrivé cette semaine, c'est une gelée d'infusion de chaga au miel. En fait, il s'appelle Divin Nectar, ce produit-là. Puis, je crois que je suis une des premières à transformer le chaga sous cette forme-là. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais je ne suis pas au courant. Mais en fait, c'est ça, c'est une gelée. Puis, Divin Nectar, il porte vraiment son nom. Et c'est avec, donc, le chaga de Vert-Forêt? Oui, en fait, le chaga de Vert-Forêt et le miel de Miel Abitemis. Donc, des beaux produits qui sont disponibles où? Comment est-ce qu'on fait si on veut se procurer ces produits-là? En fait, présentement, j'ai 9 points de vente. Ils sont affichés sur ma page Facebook et sur mon site web aussi, partout en Abitibi-Témiscamingue. Et je suis au marché public de Ville-Marie à tous les jeudis. Et bientôt, dans les semaines à venir, ma boutique en ligne va être disponible aussi. Une boutique en ligne, donc les gens vont pouvoir aller acheter directement, faire des commandes sur Internet. Et puis, Magali, il y a un autre produit qui s'en vient, là, que tu m'as parlé cette semaine. En fait, c'est le caprice d'érable. C'est une mousse de fromage de chèvre au sucre d'érable. Le fromage de chèvre vient de From Abitibi à Palmarol et le sucre d'érable de l'érablière Yann Godette au Témiscamingue. Et c'est un produit qui est vraiment, vraiment attendu. Oui. Et puis, Magali, est-ce qu'on peut prévoir des projets futurs pour l'entreprise Capteur de saveur? Oui, bien en fait, comme je disais tantôt, je me concentre sur ces 4 produits-là pour cet été, mais dès cet hiver, j'ai déjà d'autres idées pour développer des prochains produits pour l'année prochaine, disponibles pour le printemps prochain, assurément. En fait, je veux aussi faire connaître la région, dans le fond, mes produits à l'extérieur de la région. Et j'ai déjà une approche là, pour, dans le fond, un point de vente à l'extérieur de la région, soit à Drummondville. Alors, je veux vraiment faire connaître aussi mes produits à l'extérieur. Et c'est le fun parce que ça fait rayonner ton entreprise, ça fait rayonner vraiment toute la région parce que tu t'inspires... Oui, des autres producteurs. Des autres producteurs. Écoute, Magali, je te remercie énormément d'avoir pris la peine de venir ici sur le studio pour nous parler de tes produits. Donc, Capteur de saveur, on vous invite évidemment à aller se les procurer, à les goûter, parce que c'est des produits de fine cuisine. Hein? Oui. Donc, on insère ça dans presque tout. C'est délicieux, autant pour le petit apéro que pour le repas. Et bien sûr, vous pouvez aller visiter le site web également pour aller lire les blogs de Magali. Donc, merci Magali. Merci à vous. C'est ce qui conclut cette édition spéciale agroalimentaire de 100% Témis. On rejoint notre invité musical à la place directement à Lorrainville pour une prestation. Mais avant, je vous invite à ne pas manquer les rediffusions de 100% Témis sur les ondes de CKVM les lundis et jeudis à 19h. Également, les émissions qui sont diffusées toute la semaine sur les ondes de TV Témis. Ne manquez pas un dossier complémentaire sur un sujet de l'émission dans l'édition de cette semaine du journal Le Reflet. Et bien sûr, on remercie la Bannique pour le majestueux décor, pour l'emplacement et les repas. Merci également à toute l'équipe de TV Témis. Merci à nos invités qui ont su se déplacer sur le plateau. Merci à vous d'avoir été là et on se rejoint la semaine prochaine pour une autre édition de 100% Témis.